C'est Sans Tabou, votre émission débat. Bonsoir à tous et merci encore d'avoir choisi Canal 7, votre chaîne panafricaine. Vous avez été nombreux, vous avez été bien nombreux à nous avoir appelés dans la journée pour participer à cette émission. Mais d'ores et déjà, nous vous informons que cette émission est en direct tous les soirs dès 21h. Vous pouvez désormais participer à cette émission tous les soirs, comme je le disais, pour des questions ou encore pour des contributions par rapport au thème qui a été choisi en appelant au 04 91 97 97. Sachez aussi qu'étant une émission débat, nous invitons tous les acteurs politiques, tous bords confondus d'ailleurs, et vous avez été nombreux également à nous faire cette remarque selon laquelle il n'y a que les membres d'un seul camp politique qui interviennent sur ce plateau. Et sachez que pour votre gouverne, nous appelons tout le monde, mais malheureusement, certains hommes politiques désistent à notre invitation et nous nous retrouvons, comme vous le constatez, malheureusement, avec les membres d'un seul camp politique. Alors, sachez également que nous sommes ouverts et nous invitons sur ce plateau les différents acteurs politiques, aussi bien de l'opposition que de la majorité, pour débattre des thèmes qui sont d'ailleurs retenus. Toutefois, il est prié à tout intervenant de s'abstenir quand même des propos injurieux, car nous sommes là pour construire et non pour détruire. La paix est si chère au Gabon et cette paix se doit d'être préservée. Nous devons tous y contribuer. Cela dit, le thème de ce soir est ingérence, stratégie de ping. Voilà donc une interrogation à laquelle nous allons devoir répondre ce soir avec deux invités. À ma gauche, nous avons M. Pascal Nkoulou, qui est le président du Bloc démocratique populaire. Et à ma droite, nous avons M. Éric Simon Obion, universitaire. Je rappelle, vous pouvez appeler dès à présent au 04 91 97 97 et nos invités vont répondre donc à vos questions et vous pouvez aussi donner votre contribution. Cela dit, messieurs, encore bonsoir. Bonsoir, madame. Merci, comme je le disais, de répondre toujours à notre invitation pour cette émission C'est Sans Tabou. Alors, notre thème de ce soir, ingérence, stratégie de ping, on s'interroge tous. Alors, d'entrée de jeu, c'est dire un peu, lorsqu'on parle d'ingérence, est-ce qu'il y a vraiment ingérence ? L'ingérence peut se comprendre sous différents aspects. L'ingérence peut être comprise comme étant le fait de passer outre l'ensemble des dispositions. Quand je parle de dispositions, c'est à la fois les lois internationales, mais également le fait de méconnaître ou de ne pas s'en tenir aux réglementations d'un État souverain et d'agir directement sur une question précise. On peut donc parler d'ingérence diplomatique, on peut parler d'ingérence économique, on peut parler d'ingérence militaire. Mais tout ceci a comme seul objectif ou comme élément fondamental le fait de dénier à un État la capacité à traiter, je veux dire en interne, les problèmes auxquels il est confronté. De plus en plus, on parle d'ingérence lorsque la communauté internationale constate qu'il y a des situations extrêmes, notamment les conflits fratricides, qui font beaucoup de morts et que les deux parties, je veux dire en conflit, n'arrivent pas à s'accorder. Le droit humanitaire qui prévaut de plus en plus fait en sorte que la communauté internationale peut de fait s'interposer pour préserver la vie des différentes communautés civiles qui ne participent pas de façon directe à ce conflit. Donc voilà, grosso modo, on peut donc parler d'ingérence. Bon, si vous posez la question par rapport au cas du Gabon... Je reviendrai sur cela. Alors, nous revenons un peu sur ce terme ingérence. Monsieur Nkoulou a dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs genres d'ingérence politique, économique, par rapport à cette situation qui concerne le Gabon, puisque nous sommes sur le cas du Gabon. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est une ingérence politique, économique? Bien, pour le moment, nous sommes en train de parler de la situation politique. Donc, c'est donc la supposée ingérence, parce que ce n'est pas encore avéré sur ce plateau, même si nous avons des éléments qui laissent penser qu'il y a ingérence. Donc, je disais que actuellement, la situation politique est telle que, malheureusement, depuis... qu'il y a eu découverte ou alors mise en jour d'un certain nombre de faits impliquant M. Jean Ping, montrant qu'il a eu recours à des forces extérieures pour intervenir dans le processus électoral, notamment dans la supposée modification des résultats qui allaient être donnés. Et donc, je crois que ce qu'il faut
mentionner, comme votre question elle est posée, pour savoir s'il s'agit, on peut parler d'ingérence politique, mais oui, il s'agit d'une ingérence politique parce que l'élection est avant tout et surtout pour les Gabonais. Et donc, tout le processus est d'abord avant tout gabonais. Parce que ce sont les Gabonais, ce sont les instances gabonaises, c'est la République gabonaise qui organise les élections du début à la fin, notamment par d'abord le processus d'enrôlement, donc la vérification des listes électorales ou la confection des listes électorales. Ensuite, il y a la pré-campagne, il y a ce qu'on peut appeler la campagne, et il y a le dépouillement, c'est-à-dire le résultat de l'élection. Et lorsqu'on fait appel à des forces extérieures pour venir, n'est-ce pas, soit modifier, soit apporter une quelconque information ou une quelconque influence, alors on peut penser qu'il y a ingérence parce que cela ne relève pas de cette force-là, donc de cette force extérieure. Ça veut dire en d'autres termes qu'il n'y a que les forces gabonaises elles-mêmes qui doivent être impliquées. Et puis il peut aussi y avoir ingérence lorsque une force, même quoi qu'étant interne, viennent à vouloir intervenir dans un processus qui ne la concerne pas. Par exemple, si vous prenez, en ce qui concerne comme on dit, en ce qui concerne par exemple la proclamation des résultats, si avant que la CENAP et le ministère de l'Intérieur ne fassent ce travail, cette mission qui leur est dévolue, vous prenez par exemple le ministère de la Communication ou le ministère de la Défense qui vient s'immiscer pour donner les résultats, on parlerait peut-être aussi dans ce cas-là d'ingérence parce que ça ne relève pas de la compétence de ces ministères. Donc, et surtout aussi, il faut voir l'ingérence dans l'intention. L'intention, c'est laquelle? C'est de modifier le cours normal des choses. Et donc, quand une force, comme je le disais, extérieure, mais pas forcément extérieure à la République, pas forcément extérieure au pays, pas forcément extérieure au Gabon, mais extérieure au processus, c'est-à-dire à la procédure normale, viennent à intervenir, comme je le disais, alors il peut y avoir ingérence. Donc, dans le cas de la stratégie de Ping, puisque nous avons parlé à un moment donné de ces Ivoiriens, nous avons parlé de M. Bourgi, nous avons parlé des partis politiques français qui auraient donné et qui auraient commencé par féliciter M. Ping. Vous évoquez ces différentes personnes. Oui, est-ce que vous-même, vous avez des preuves? Non, mais nous avons tous appris par l'intermédiaire des médias cela. Donc, par exemple, sur Internet, quelques jours avant même la proclamation, on voyait déjà les félicitations du Parti socialiste, mais une partie du Parti socialiste, parce qu'après, les révélations m'ont montré qu'il ne s'agit pas totalement du Parti socialiste en tant que tel. On verra aussi qu'il y a M. Mamadou Diéné qui a eu à intervenir dans un processus. On a vu les hackers et autres. Donc, ce sont ces différentes interventions qui peuvent faire penser et faire croire qu'il y a ingérence des forces extérieures. Alors, Monsieur Nkulu, comme vous l'affirmez au début et comme l'affirme également Monsieur Géobian, si ingérence il y a, est-ce que vous pensez que cette ingérence vise une stratégie précise? Écoutez, nous n'avons pas pensé que si ingérence il y a, ce sont les faits, madame. Les faits sont tels que des personnes de nationalité ivoirienne se sont retrouvées suite à des enquêtes menées par les forces de l'ordre et les forces de sécurité du Gabon, impliquées de façon à contenir et à orienter à la fois l'élection, mais également le processus dans le sens de conduire les populations gabonaises à se soulever en faisant une défiance générale contre l'ordre établi. Ça s'appelle de l'insurrection. Et on peut noter qu'à différents stades du processus électoral, un certain nombre d'actes tendaient vers cette situation. Notamment, en amont, on a constaté que quelqu'un qui n'avait aucune qualité dans le cadre du débat qui oppose, qui est un débat gabono-gabonais, s'est ingéré pour être une sorte de maître de conscience des acteurs politiques, en donnant des leçons presque à tout le monde, en incitant un certain nombre d'acteurs politiques à adopter un profil bien précis. Ça a été le rôle de M. Bourgi. Je ne pense pas qu'un seul Gabonais puisse penser que Bourgi soit un élément déterminant à la fois dans le choix
dans le choix de celui qui peut conduire les destinées de la nation, mais également dans la capacité qui a amené une réflexion pour que les Gabonais sortent. Donc, il y a eu ce premier constat. On aurait pu considérer le fait qu'il pourrait intervenir comme conseil, parce que bon, c'est sur ce temps-là qu'il vend un peu des chimères aux Africains qui croient encore à ce type de personnage. Bon, on aurait pu penser que c'était un conseil pour M. Ping. Mais à mesure qu'on avançait vers l'organisation du scrutin, d'autres éléments nouveaux étaient constatés. Et puis finalement, il y a eu cet entretien téléphonique entre M. Diané et M. Jean Ping. Cet entretien téléphonique n'était pas du tout, ou ne contenait pas des propos de nature amicale. Il était bien ciblé. Il s'agissait de faire en sorte que le scénario que la plupart de ceux qui sont attentifs aux élections politiques dans les pays africains, donc le scénario qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire, se reproduise au Gabon. Parce que M. Diané est clair dans l'orientation qu'il donne à M. Jean Ping. Est-ce que vous pensez justement l'intervention de M. Diané, dont vous faites état, fait en sorte que tout l'État ivoirien soit engagé? Est-ce que ce n'est pas un acte personnel? Oui, mais attention, l'ingérence ne concerne pas forcément, je veux dire, la responsabilité de l'État ivoirien. L'ingérence est également le fait que des acteurs particuliers qui n'ont aucun lien organique, je précise sur ce fait, qui n'ont aucun lien organique, parce que soit c'est des Gabonais, on peut comprendre qu'ils ont des relations politiques ou une ambition politique pour leur pays. Mais lorsque vous avez un Ivoirien, ça n'engage en rien, justement, mais la Côte d'Ivoire. Mais qui puisse être et conseiller du président Alassane Ouattara. Et un certain nombre d'autres situations peuvent être mises en évidence, notamment la relation particulière que des leaders politiques de l'opposition ont avec le président ivoirien. Bon, mais ça peut se discuter. N'empêche que de façon claire, il y a un élément scientifique qui prouve qu'un Ivoirien instruisait un candidat gabonais à l'élection présidentielle de faire en sorte que la CENAP implose. C'était précis, tout le monde a pu l'entendre. Le fait que c'était même tellement clair a conduit le président ivoirien, donc M. Alassane Ouattara, à démettre ce conseiller de ses fonctions. Donc, à ce niveau, on ne peut pas considérer ce type d'acte comme étant anodin. À la limite, nous étions droits, peut-être d'espérer, des explications plus claires de la part de Ping ou de ceux qui le soutiennent. Mais il y a eu cet élément. Juste vous dire également, M. Nkoulou, que justement cet engagement de M. Diané n'engage en rien la Côte d'Ivoire et nous allons tout de suite le suivre dans ce reportage de Blanche Bidga. Au ministère des Affaires étrangères, de la francophonie et de l'intégration régionale ce mercredi matin, c'est le calme des jours ordinaires. Dans les bureaux, des fonctionnaires à pied d'œuvre, retour à la raison après les péripéties de la semaine écoulée. L'administration, y compris le ministère des Affaires étrangères, reprend progressivement son activité. Elle fonctionne de façon presque optimale et nous nous en félicitons parce que le temps politique ne peut pas être permanent. Dans la crise post-électorale que traverse le Gabon, ce département ministériel fait figure d'acteur majeur avec la question de l'ingérence suspectée de certains pays amis ou voisins et sur celle de la détention de citoyens binationaux. En termes d'ingérence, il n'y a pas d'ingérence de l'État ivoirien. Il s'agit de deux personnalités ivoiriennes. La révocation immédiate de l'intéressé pour fait d'ingérence dans le processus électoral gabonais traduit l'attachement du président ivoirien à la profonde amitié qui a toujours existé entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. La diplomatie gabonaise est donc toujours active. Le pays semble enclin à mener toutes les démarches visant au maintien de la paix intérieure, mais surtout avec les institutions et organismes internationaux. Mardi, l'ambassadeur de France y était reçu en audience, suivi ce mercredi du représentant résident de l'ONU en Afrique centrale. Voilà, messieurs, nous venons de suivre ce reportage. Il est question ici de ne pas indexer la Côte d'Ivoire, comme l'a confirmé en plus le ministre des Affaires étrangères du Gabon. Monsieur Mamadi Diané est responsable justement de son acte, comme je le précisais tout à l'heure. Oui, Madame Ouellet, je vais vous citer deux faits réels qui ont fait preuve que l'ingérence ou la déstabilisation d'un État peut être également le fait de quelques individus. Monsieur Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, est à la CPI parce que détenteur ou propriétaire d'une milice privée,
il est à l'origine de la déstabilisation de la RCA. Ça a conduit l'État centrafricain à saisir la Cour pénale internationale et M. Bemba a été reconnu comme responsable. Je n'ai pas dit que l'État ivoirien était responsable, encore que il y a un certain nombre d'éléments et de faisceaux de soupçons qui persistent et qui existent, mais pour l'instant, en tenons-nous au fait qu'un conseiller du chef de l'État ivoirien se retrouve à instruire un candidat à l'élection présidentielle au Gabon de s'attacher les services, je parle pas de, je me concerne, mais j'aurais pu dire de corrompre des membres de la CENAP au fin de faire en sorte que le dépouillement à ce niveau ne puisse pas avoir lieu. C'était suffisamment assez grave. Il y a un autre exemple que je peux citer, madame. Vous savez, quand le célèbre mercenaire Bob Denard s'introduisait dans des États africains au fin de procéder à des coups d'État, ce n'était jamais le fait de la France, mais n'empêche qu'il y avait une forme d'ingérence. Je pense donc aujourd'hui, en ce qui concerne l'ingérence, c'est d'autant plus qu'on a attrapé un certain nombre d'informaticiens dont la particularité est de pirater les réseaux. Quand on retrace le lien avec l'élection qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, que les mêmes personnels avaient été mis en service, je dis, on n'est pas loin de là d'établir des liens importants. Mais n'empêche que sur la forme et dans le fond, il y a une ingérence étrangère dans l'opposition électorale au Gabon. Mieux, cette ingérence ne visait pas uniquement à modifier les résultats électoraux. Cette ingérence avait comme but de créer une insurrection. Et c'est à ce niveau que nous trouvons que les faits sont suffisamment graves. Nous allons revenir, excusez-moi de vous interrompre. Nous avons donc un téléspectateur qui souhaitait donc intervenir également au cours de cette émission. Nous l'écoutons. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Elvis. Je vous appelle du Congo, Brazzaville, bien sûr, dans la ville de Pointe-Noire. Et à propos du thème de ce jour qui est ingérence et stratégie de ping, moi je voudrais tout simplement, en tant qu'Africain, dire que la stratégie de ping, avec tout ce que nous avons suivi comme documentaire à Canal 7, je voudrais tout simplement dire que cette stratégie est bâtie juste pour la destruction de son pays, parce qu'on ne comprend pas comment ce monsieur s'est-il arrogé le droit de faire venir des gens avec qui il a installé des réseaux mafieux pour faire des résultats qui sont aujourd'hui comme qui se révèlent comme volés, parce que nous avons vu toutes les stratégies avec les différentes projections des scénarios. Et cela se révèle que ce monsieur n'est pas venu pour construire son pays avec toutes les facultés qu'il a eues au niveau de l'Union africaine. Mais nous croyons qu'il pouvait venir faire quelque chose de bien dans son pays. Mais là, je constate, moi, en tant qu'observateur africain, en tant qu'Africain, je dis que il n'aime pas son pays et ça c'est des stratégies qui ne sont amenées qu'à détruire le Gabon et qui aujourd'hui n'était pas signé comme un exemple des pays où se vit la violence. Mais c'est tout simplement cela ce que je peux dire, monsieur. Et merci de cette émission de thème de ce jour, et nous savons que pour persévérer et informer tous les jours les Africains et surtout ceux des Gabonais qui sont en France, qui sont dans les marches inutiles et qui sont à la solde des Occidentaux. Nous regrettons beaucoup pour que ces Gabonais qui sont en France là-bas se mettent tous les jours à décider et réclamer la victoire de Ping alors qu'elle se révèle une victoire bâtie sur la faute. Merci bien, monsieur.
Merci bien, monsieur, pour votre contribution. Je pense, Oui. messieurs, que c'est une contribution. Vous avez pu écouter ce Bien. que dit ce téléspectateur. On- Selon lui, justement, il regrette quand même tout ce qui s'est passé au niveau du Gabon par rapport à la destruction qu'a subi le pays. Peut-être un commentaire par rapport Oui, à cela? bon. On peut d'abord remercier l'intervenant tout à l'heure parce que c'est quand même quelqu'un qui appelle depuis le Congo et qui a une lecture particulière de notre situation, de la situation politique du Gabon en ce moment et qui apporte justement un point de vue qui me paraît assez juste par rapport aux vrais enjeux de cette élection. Ensuite, je pense que la question de l'ingérence ne se pose plus. Les faits sont là et comme on le dit souvent, les faits sont têtus. Les faits parlent d'eux-mêmes et tout ce qui a été relevé depuis 2 semaines montre qu'il y a ingérence. Maintenant, la vraie question est celle de savoir quelle stratégie derrière cette ingérence. Pourquoi? Mais nous savons que la première des stratégies en politique, notamment dans une démocratie, est de gagner les élections dans les urnes, donc par le vote. Ce sont les élections qui permettent de gagner une élection. Dès lors que vous commencez déjà à faire appel à des moyens extraordinaires, des moyens peu orthodoxes, cela signifie que vous avez peur du résultat qui va arriver dans les urnes. Et c'est pour cela que vous faites appel, parce que vous savez qu'en faisant cela, vous pouvez modifier le résultat. C'est d'abord, comme le relevait M. Nkoulou Pascal tout à l'heure, ce qui doit d'abord être posé comme problème, ce sont non seulement, ce sont les intentions qui se cachent derrière ce recours aux forces extérieures. Il a relevé tantôt d'abord le fait de vouloir non seulement modifier le résultat des urnes, mais surtout de vouloir inciter à l'insurrection. Et c'est dans cette démarche qu'il faut d'abord se poser la question de savoir est-ce que lorsqu'on fait on pose on mène une telle réflexion pour arriver à un tel résultat, on est à même, n'est-ce pas, de penser un jour pouvoir gérer véritablement un pays. Bon, en d'autres termes, la vraie question est celle de savoir si M. Ping avait véritablement pensé d'abord gérer ce pays un jour. Est-ce qu'il avait le projet même de devenir un jour président? Parce que lorsqu'on a des projets politiques de ce genre, on se donne les moyens d'y parvenir. En d'autres termes, on se construit politiquement. Et vous allez justement voir que sa démarche politique dans la marche vers le pouvoir, de la prise du pouvoir, débute avec son départ de l'Union africaine. Et quand il arrive, il n'intègre aucun parti politique, il n'intègre aucune machine politique au Gabon, il ne fait aucun effort de fédération, parce que vous vous souviendrez de tous les problèmes qu'il a eus avec le Front Uni, avec l'Union nationale, avec les autres partis. Il a eu du mal à les fédérer. Et donc, ici, se posait déjà la question du projet et de la vision politique. Est-ce que M. Ping avait un projet pour le pays? Est-ce qu'il avait une vision politique? S'il en avait, il n'aurait pas eu autant de mal à convaincre. Il l'a présenté au peuple gabonais. Il a présenté au peuple gabonais, je crois, 2 semaines avant l'élection présidentielle, avant le vote. Il a présenté un projet qui, malheureusement, n'a pas été débattu au cours de la réunion nocturne qu'ils ont eue ensemble entre M. Ping, M. Oyemba, M. Gizouba-Dama, les autres. Je ne semble pas, je l'affirme parce que, au sortir de là, ils ne nous ont pas présenté un projet commun. Ils ont présenté un projet de gouvernement que nous connaissons, à la tête duquel se trouvait plutôt le vice-président de ce gouvernement était M. Gizouba-Dama, le Premier ministre M. Oyemba, vice-président M. Maïla, plutôt vice-premier ministre M. Maïla, vice-premier ministre M. René Demezo, etc. Donc un projet de gouvernement qui sortait des heures et des heures de négociation. Or, si derrière il y avait une stratégie, parce que nous sommes dans la question de la stratégie, s'il y avait une stratégie de prendre le pouvoir par la voie autorisée, c'est-à-dire par les urnes, il aurait été question à ce moment-là de composer un projet, d'élaborer un projet capable de fédérer les Gabonais, capable de convaincre et les Gabonais de l'intérieur et les Gabonais de l'extérieur, capable de fédérer et les Gabonais et les autres Africains. Parce que lorsqu'on veut gérer un pays, on pense non seulement
à soi, c'est-à-dire au peuple que l'on veut gérer et que l'on veut diriger, mais on pense surtout aussi à l'intégration de ce peuple-là dans un monde global. Monsieur Nkoulou, vous savez, comme moi ou comme tous les Gabonais, que Monsieur Ping avait un projet de société. Le Gabon à l'abri de la peur, le Gabon à l'abri du besoin. Est-ce que vous pensez qu'en mettant ou en présentant son projet, il n'y avait aucune stratégie justement qu'il présentait aux Gabonais? Madame Mouélé, je pense que on peut essayer de spéculer sur les intentions. Mais il est beaucoup plus important. Parce que, semble-t-il, vos affirmations sont assez gratuites. Nous, mais également pour les téléspectateurs, qu'on s'en tienne aux faits. Les faits, c'est ce qu'il y a de plus scientifique. Les faits permettent de déduire des conclusions qui peuvent être, je dois dire, admises par tout le monde. Les faits, c'est lesquels, Madame Mouélé? Les faits, c'est que 2 semaines avant le début de la campagne, les principaux leaders de l'opposition, en principe les candidats de l'opposition à l'élection présidentielle, n'arrivaient pas à accorder leur violon sur le principe d'une candidature unique. La campagne avait commencé, ils n'arrivaient toujours pas à accorder leur violon. La question que les uns et les autres doivent se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui pousse des hommes. Parce que si vous écoutez les dernières campagnes, les dernières causeries animées par M. Eguendong, quels sont les thèmes qu'il utilise pour qualifier les autres candidats à l'élection présidentielle, pour essayer de donner à son candidat. M. Ping. M. Eguendong soutient de M. Ping. Oui, la façon dont ce dernier, je parle d'Eguendong, a parlé, enfin, a traité presque les autres candidats de l'opposition, on peut dans ce moment-là se poser la question, qu'est-ce qui les a conduits rapidement à fédérer? Il se trouve que ces éléments de réponse nous sont encore fournis par M. Ping lui-même. L'explication la plus plausible qu'il donne aux Gabonais, c'est un peu comme M. Rick Simon dit, elle n'est pas assise sur le principe d'un projet commun de développement pour notre pays. C'est le simple fait de dire, nos amis les Français nous ont demandé de nous unir. C'est-à-dire même l'argument et l'engagement, la volonté des populations d'avoir une candidature unique de l'opposition n'était pas prise en compte. C'est l'injonction faite par les réseaux mafieux de la France-Afrique, dont la tête la plus visible était M. Bourgi, leur avait dit « unissez-vous pour qu'on vous soutienne et pour qu'on crée chez vous un climat d'instabilité ». Mais c'est déjà une stratégie politique. Mais justement, c'est une stratégie politique. Mais je pense que quand on est en 2016, et surtout adversé au crédit de M. Ping, lorsqu'on a été président de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine, lorsqu'on a vu, en termes de dommages, dans quel état se retrouvent les pays africains qui ont connu ce type de scénario. Aujourd'hui encore, j'ai suivi sur une chaîne de télévision la situation de la Libye. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, les Gabonais veulent se retrouver dans le même état que se retrouve la Libye d'aujourd'hui? Je crois donc que la question c'est pourquoi les leaders politiques de l'opposition, en termes desquels M. Ping ont conçu un scénario d'implosion d'un pays qui n'a aucune raison de penser que ce lendemain s'oriente vers cette situation. Monsieur Nkoulou, nous revenons vers vous. Tout à l'heure, c'est rappeler aux téléspectateurs que le thème de ce soir est ingérence, stratégie de Jean Ping. On s'interroge face à ce thème. Alors, vous pouvez toujours appeler au 04 91 97 97. Il y a un téléspectateur au bout du fil. Bonsoir. Oui, monsieur Arsène. Oui, j'appelle parce que je ne sais pas si c'est le moment est opportun pour diffuser, avoir de tels débats. Étant donné que nous sommes dans la phase d'apaisement et dans la phase de contentieux, moi je souhaite qu'on ne puisse pas aborder de tels thèmes. Parce que vous indexez un candidat alors que nous attendons la décision de la Cour constitutionnelle. Et nous sommes dans la phase d'apaisement. Moi je trouve que l'idéal c'est de l'apaisement. Éviter d'attaquer qui que ce soit. Donc c'est l'apaisement. Et effectivement, moi, je trouve un peu les thèmes que vous utilisez, vous débattez, c'est pas très approprié durant cette période-là, je crois.
Merci, monsieur, pour votre contribution. Comme nous l'avons dit à l'entame de cette émission, nous invitons tout acteur politique, justement, à participer à cette émission parce que nous savons que c'est une émission débat. Ce n'est pas, justement, pour apporter ou apporter une certaine contradiction, certes, mais ce n'est pas pour détruire, c'est plutôt pour construire parce que nous aspirons tous à la sérénité, nous aspirons tous à la paix au niveau du Gabon. Ce n'est pas pour détruire, mais plutôt pour construire. Et nous appelons, nous invitons une fois de plus les acteurs politiques, tous bords confondus, de participer à cette émission. Donc, monsieur, c'est une contribution pour laquelle nous prenons compte justement de vos remarques. Messieurs, vous l'avez entendu. Moi, je voudrais commencer par remercier ce téléspectateur, lui dire merci parce que la remarque qu'il formule est fondée. Parce que ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est avant tout l'apaisement. Mais il faut effectivement qu'ils comprennent aussi que le travail que nous faisons est un travail de pédagogie. Nous ne tirons sur personne. Et comme vous l'avez si bien mentionné, vous invitez tout le monde, les personnalités de tous bords. Si les autres ne sont pas venus, ce n'est pas de notre faute. Et deuxièmement, il faut quand même aussi expliquer que nous sommes là, comme je le disais, nous faisons de la pédagogie. Et ce qui est mauvais et malheureux dans ce pays, c'est que quand on vous voit du côté, par exemple, du pouvoir, nous qui parlons aujourd'hui, pour faire des analyses d'une certaine situation, on pense que nous sommes des corrompus, que nous avons vendu je ne sais pas quoi. Donc on est toujours taxé et on a du mal à accepter que la démocratie, c'est avant tout la contradiction des idées. C'est avant tout, chacun assume ses positions. Et c'est d'ailleurs aussi d'autant dangereux que les discours que certains hommes politiques utilisent tendent à stigmatiser ceux qui ne pensent pas comme eux. Or, si on veut être en démocratie, si on veut construire cette démocratie, il faut bien qu'on accepte que chacun assume sa position. Et donc, pour dire simplement que ce que le téléspectateur dit est tout à fait fondé. Mais cependant, il faut aussi que les gens comprennent que nous avons abordé depuis un temps, depuis que le monsieur Ping a introduit son recours auprès de la Cour constitutionnelle, une nouvelle phase. Et on est d'accord avec cette remarque. Mais cette phase a été entachée par ses propres déclarations. Et c'est ce qui peut être malheureusement regrettable et surtout qui peut être à la limite même, comment dire ça, ce qui peut... oui, je disais, ça vient entacher la démarche combien noble. C'est-à-dire que M. Ping déclare que si jamais au soir, enfin, la Cour ne venait pas à faire de lui le vainqueur de cette élection, alors il va y avoir un chaos. Le Gabon sera ingouvernable. Mais il n'est pas exclu justement oui, attendez, aussi qu'on aille dans le sens de l'apaisement. Oui, mais nous devons justement, très humblement, en tant que citoyens, dire à M. Ping que ce n'est pas du tout la voie. Et c'est pour ça que je peux me réjouir de votre question, ingérence stratégie de Ping. Moi, j'ai déjà montré ici... On s'interroge. Bon, mais ce thème est important parce que quelle est la stratégie aujourd'hui de M. Ping? Je crois que la stratégie, la meilleure des stratégies, la plus noble serait de faire dans le fair play, c'est-à-dire être capable d'accepter la loi démocratique. Elle est là, elle est dure, mais c'est la loi démocratique. C'est-à-dire que nous avons des institutions qui régulent le fonctionnement de notre démocratie et qui font que lorsque vous êtes allé concourir, vous avez participé à une compétition comme celle-ci, vous devez impérativement accepter les règles du jeu. Et ce d'autant plus que dès le départ, les règles du jeu ont été fixées par l'ensemble des candidats. Parce que je pense que si... M. Ping se sentait déjà lésé, voyait déjà ces institutions pas du tout impartiales. Je crois qu'il aurait pu commencer par contester cela en demandant, s'il vous plaît, soit le report de l'élection, soit en refusant d'aller à ces élections. Mais dès lors qu'il a accepté d'aller à ces élections, ça veut dire qu'il était d'accord avec la CENAP, ça veut dire qu'il était d'accord avec la Cour constitutionnelle. Et donc la stratégie ici était déjà connue. La stratégie officielle, c'est de dire je vais concourir comme tout le monde et donc par conséquent, à la fin, j'accepterai le résultat des urnes. Ce qui est étonnant, c'est de commencer avec l'annonce des résultats par le ministère de l'Intérieur, de commencer déjà par la violence, en cassant à gauche et à droite. Je ne dis pas que ce sont forcément ces militants, mais je dis simplement que ce sont des casseurs. Mais ces casseurs sont partis de cette manifestation. C'est-à-dire que, et si vous remarquez bien,
le Gabon tournait déjà au ralenti, s'il vous plaît. Le Gabon tournait déjà au ralenti. Je pense que M. Nkoulo a également une réponse. Oui, non, je termine. Le Gabon tournait déjà au ralenti, je pense, une semaine même avant la proclamation des résultats. Les gens commençaient déjà à rentrer tôt de chez eux, les gens ne sortaient plus beaucoup, les boutiques fermaient, etc. Pourquoi cela? Parce qu'il y avait déjà des propos qui étaient déjà des signes annonciateurs de ce qui allait arriver. Et je trouve que c'est en cela que on ne doit pas seulement regarder là où on est tombé, on doit d'abord regarder de là où on a trébuché. Donc on a trébuché que parce que le discours pendant la campagne électorale a volé très bas, le discours a volé très bas, la campagne a volé très bas, et il n'y a pas eu véritablement débat politique parce qu'il n'y a pas eu de confrontation des projets. Et donc, tout le problème part de là. Et c'est pourquoi la question de la stratégie aujourd'hui, elle est importante. Et c'est celle qui vise justement à apaiser en disant que la seule solution aujourd'hui, la seule issue, c'est d'accepter, n'est-ce pas, le résultat de la Cour constitutionnelle. Et si on n'est pas mécontent, c'est de s'asseoir, discuter ensemble de manière pacifique pour que le Gabon en sorte gagnant. Alors, M. Nkoulo, est-ce que vous ne pensez pas aussi cette ingérence que vous affirmez tant contre M. Jean-Ping, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un complot contre sa personne ou contre son camp politique? Un complot contre sa personne? Oui. Non, mais madame, écoutez, sauf à vouloir réinventer la roue, je crois que le limogeage d'un conseiller à la présidence ivoirienne est une preuve irréfutable de ce que des éléments étrangers se sont émixés dans l'opposition électorale au Gabon. C'est un individu, M. Nkoulo. Oui, bon, on va revenir tout de suite à un appel. Monsieur, bonsoir. Oui, je vais d'abord faire une remarque à propos de ce débat. On appelle un universitaire à venir parler avec un homme politique du PDG. Bon, pour moi, c'est déjà du tout pas sérieux. Et puis, je parle aussi à ce Congolais qui ne sait pas ce qu'il raconte. Il doit régler le problème de son président Kabila au pouvoir là-bas. Il ne parle pas de choses qu'il ne maîtrise pas. Jean-Ping, c'est un Gabonais, qu'on arrête de dire que Jean-Ping, c'était raciste, que Jean-Ping déteste, je ne sais pas. Qu'on arrête ça. Nous sommes tous des Gabonais. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci. Voilà, c'est une contribution d'un téléspectateur. Monsieur? Je crois que nous notons là ce qu'il faut considérer comme étant l'élément de base qui a caractérisé cette campagne, du moins au niveau de l'opposition. Vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez ce qu'on considère en parenthèse comme étant les grandes démocraties, il y a un phénomène nouveau. C'est-à-dire, il y a des groupes politiques, des bandes armées, qui ont développé un mécanisme pour amener des jeunes à avoir des comportements irresponsables, inciviques, finissent par commettre des attentats. Ils ont défini comme étant un phénomène de radicalisation par rapport à une certaine orientation. Or, chez nous, au Gabon, pendant la campagne électorale, les paroles précèdent les actes. Je crois que personne n'a été étonné de vivre ce qui s'est déroulé dès l'annonce provisoire des résultats officiels. Personne n'a été étonné. Parce que ce n'était que cela à quoi on a été invité, en disant, ces élections, c'est soit moi ou le chaos. C'est soit moi ou le chaos. C'est soit moi ou le chaos. On n'a pas une seule fois noté dans la posture de M. Jean-Ping une volonté de s'amender par rapport à une perspective finale qui ne lui donnerait pas lui vainqueur. Cette attitude, cette posture, excusez-moi madame Moulé, c'est non, c'est de la dictature. Et vous allez constater que de plus en plus, ce débat s'est radicalisé. D'abord, il y a eu des éléments personnels. On n'a eu aucune proposition sérieuse en ce qui concerne je dois dire, une vision politique sur l'économie, sur le social. C'était Ali Bongo doit partir. Uniquement cela. Et des gens autour ont fédéré pour nourrir un complot de telle sorte que ce soit à l'intérieur du Parti démocratique gabonais, que ce soit à l'extérieur du Parti gabonais, on a vu un certain nombre d'actes qui progressivement ont donné forme au complot. Est-ce que vous pensez, Madame Mollet, que lorsque vous avez des responsables politiques investis par leur parti, qui adoptent l'attitude, le comportement qu'on a pu voir pendant la campagne électorale, d'après vous, est-ce que cela ne renvoie pas à un scénario ou à une mise en scène toute faite où l'élection présidentielle, aujourd'hui, on peut le dire, n'était qu'un prétexte?
Le vrai plan consistait à faire en sorte que le Gabon implose et que, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire, que des forces extérieures, notamment l'ONU, viennent intervenir. Ceci d'autant plus que, au soir de la proclamation des résultats, à peine les quelques escarmouches signalées, il y a des leaders politiques de l'opposition qui ont appelé à l'intervention des casques bleus. Ça, c'est un fait. Ces membres, ces annonces, vous pouvez le retrouver auprès de vos confrères. Ils ont demandé de suite l'intervention des casques bleus. Ça veut dire qu'on fait fi de notre armée, on fait fi des capacités de dialogue qui existent. Selon on vous fait fi... Pourquoi, selon vous? C'est vous qui posez la question sur la stratégie. Pourquoi, selon moi, madame? Mais parce que c'est beaucoup plus simple d'arriver à imposer un gouvernement d'intrus par la force que de l'avoir par les urnes. Souvenez-vous, combien de fois ces responsables politiques de l'opposition ont premièrement commencé par dénigrer, en estimant que la CENAP ne pouvait pas faire un travail conséquent en ce qui concerne la gestion du scrutin. Et puis après, c'est la Cour constitutionnelle, en ne parlant pas du tout de la compétence de cette institution, en occultant toutes les fois que la Cour constitutionnelle s'est montrée. Enfin, elle a toujours été impartiale. On a dit, on allait sur des faits personnels. Ce serait la belle-mère de M. Ali Bongo Ondimba. Vous voyez des choses aussi graves prononcées par quelqu'un qui a été président de la Commission de l'Union africaine et qui a été par moments amené à intervenir dans les pays africains où il y a eu des conflits. Aujourd'hui, on peut se rendre compte, je ne fais pas de critique personnelle, mais on note tout de même que s'il y a eu beaucoup d'échecs, c'est peut-être le tempérament de l'individu. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, comme l'ont dit les téléspectateurs qui ont intervenu il y a un moment, ce qui est important, c'est de tirer des leçons de cette situation pour bien avancer. On ne peut pas les occulter. Si on veut bien avancer, il faut que les Gabonais qui ont participé, et c'est normal, moi je suis d'avis que le président Ali Bongo Ondimba, qui pour l'instant est en tête de cette élection, s'il venait à être confirmé comme président de la République, qu'il prenne en compte les expressions qui ont été manifestées au cours de cette élection. Lui-même l'a dit, il l'a dit au cours d'un discours, quand il a dit « je prends acte des cas qu'il y a », mais il doit surtout prendre acte de ce qu'aujourd'hui, les Gabonais, une bonne partie des Gabonais aspirent à d'autres mécanismes ou à d'autres formes de gouvernance. Il faut qu'ils les intègrent. Ça, c'est le débat citoyen auquel on doit être convié. Nous allons y revenir, M. Nkoulou. Ingérence, stratégie de Jean Ping, c'est l'interrogation de ce soir et c'est également le thème de ce soir. Tout de suite, un téléspectateur au bout du fil. Bonsoir, monsieur, madame. Okay. Bonsoir, c'est Chéri Kobam, partisan de Jean Ping. J'appelle ici pour réagir sur ce thème qui est les stratégies de Ping. Voilà. Et les acteurs politiques que vous avez invités sur ce plateau font, comment on appelle, ils font de l'hypocrisie. Ils parlent mal à notre candidat Jean Ping. On trouve que ce n'est pas le moment ici de parler de ce genre de sujet. Alors, s'il vous plaît, essayez de voir ça. Merci. Alors, oui, je voudrais d'abord réagir à cette intervention, mais à l'autre. Nous n'avons pas dit que M. Jean Ping n'était pas gabonais. Et on n'a pas dit de lui qu'il était chinois. Nous avons dit, nous savons, et si nous sommes sur ce plateau, c'est parce que nous savons que comment dire ça, l'incompréhension se trouve entre les deux Gabonais, Nous ne voulons pas rentrer dans ce débat qui est Gabonais, qui ne l'est pas. Bon. Ensuite, je pense que ce qui est important aujourd'hui, comme le relevait M. Pascal Nkoulou, c'est de voir comment est-ce qu'on peut construire le Gabon de demain. Mais avant de proposer comment construire le Gabon de demain, il faut commencer par voir où nous avons échoué. Et je crois aussi effectivement que cette expression des 48% qui ont voté pour M. Jean Ping... Mais là, vous ne répondez pas à la question ou encore à la contribution. Non, la personne n'a pas posé de question. La personne n'a pas posé la question. C'est peut-être l'éclairer non, par rapport à cette la personne a fait une remarque et comme un autre téléspectateur en faisant remarquer qu'il n'était pas, le moment n'était pas idoine de commencer de parler de ce genre de sujet parce qu'on attend les résultats. Mais cependant, et je me répète, ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes là pour faire de la pédagogie. Et je suis en train de dire qu'il nous faut déjà nous projeter, quel que soit celui qui sera annoncé vainqueur. Il s'agit de repenser la classe politique gabonaise. Et on peut dire ici que
c'est ce que j'étais en train de vous dire, les 48% de ceux qui ont voté pour M. Jean Ping, ce sont aussi des Gabonais qui expriment des besoins et qui se sont sentis lésés durant les 7 ans de mandat de M. Ali Bongo Ondimba. Ce sont ceux qui se sont sentis frustrés, ce sont ceux qui n'ont pas reçu véritablement ce qu'ils attendaient de M. Ali Bongo Ondimba. Donc il est important pour lui d'intégrer toutes ces doléances. Ensuite, je pense que la bataille que nous avons aujourd'hui entre cette classe politique de l'opposition et M. Ali Bongo Ondimba est aussi quelque part la preuve de l'échec de la classe politique, parce qu'à un moment donné, elle n'a pas su se renouveler. On est resté dans les mêmes, on est resté avec des hommes politiques qui sont restés malheureusement enfin, je veux dire, qui ont été formés à la même école, qui ont reçu la formation de Bongo, c'est le même système qui a perduré. Et c'est pour cela qu'il est important aujourd'hui, effectivement, de commencer par penser comment renouveler cette classe politique qui, aujourd'hui, se trouve désuète et qu'il faut repenser. Et c'est en cela que demain ou après-demain, je ne serais pas étonné que M. Ben Moubamba, que les autres, les Gérald Lenguema et les autres jeunes qui montent, soient des forces politiques. Et je crois que c'est à ce niveau que les Gabonais doivent maintenant se tourner pour se dire comment faire pour renouveler cette classe politique. Et la vraie question aujourd'hui, c'est celle-là. Et je pense effectivement que le président de la République, tout en construisant le Gabon, tout en développant le Gabon, tout en intégrant les doléances des uns et des autres, doit aussi penser à construire une nouvelle opposition. Parce que l'opposition aujourd'hui, celle d'hier, n'est pas celle d'aujourd'hui, parce que l'opposition de 1993, c'était Mba Bessol. Et l'opposition de 1998, c'était M. Mamboundou. L'opposition de 2009, s'il n'y en avait plus, il n'y avait plus d'opposition, on commençait déjà à avoir effectivement cet effacement de l'opposition traditionnelle pour arriver aux hommes politiques du même bord politique. Oui, messieurs, je vous invite, nous allons revenir tout à l'heure, s'il vous plaît. Juste le temps de lancer un reportage. Vous voulez juste le temps, on vous retrouve, le temps de lancer un reportage toujours sur le thème que nous avons ce jour, et c'est un reportage de Blanche Bidga. 3 points centraux étaient à l'ordre du jour de cette rencontre avec la presse. D'abord, la question des missions d'observation internationale lors du scrutin, notamment celle de l'Union européenne. L'Union européenne, qui a envoyé une mission aussi, à la demande, à l'invitation du gouvernement gabonais, a publié un communiqué très controversé, très controversé, et qui était à l'opposé des communiqués des autres partenaires internationaux, des autres organisations. Et nous avons vu par la suite que l'Union européenne s'est employée, s'est déployé sur le terrain en ne respectant pas le cadre de sa mission prescrit par l'accord qui a été signé entre le gouvernement gabonais et l'Union européenne. Concernant la gestion de la crise post-électorale, l'on apprendra que la mission de l'Union africaine attendue cette fin de semaine au Gabon ne viendra plus, du moins pas pour le moment. Sur le volet des recours auprès de la Cour constitutionnelle, l'opposant Jean Ping, arrivé deuxième à ce scrutin présidentiel selon les résultats publiés par le ministre de l'Intérieur, aura finalement, en fin de journée, déposé son dossier auprès de l'institution, rejoignant ainsi celui du candidat vainqueur Ali Bongo Ondimba, qui décrit plusieurs anomalies constatées dans les résultats obtenus par M. Ping dans certains bureaux de vote. Alors, messieurs, ce reportage de Blanche Bidga est assez édifiant. Justement, on revient encore sur cette période de vote. Peut-être un commentaire aussi? Oui, il faut noter que l'engouement des citoyens gabonais à aller participer à une élection présidentielle doit s'inscrire dans le prolongement de la vie politique et démocratique de notre pays depuis 26 ans. Ça voudrait dire qu'il y a une nouvelle citoyenneté. Cette nouvelle citoyenneté est mature, plus responsable et plus à même de lire de façon claire, de façon objective et avec des éléments dont chacun dispose, la démarche politique des acteurs qui meublent aujourd'hui le champ politique de notre pays. Pourquoi cette nouvelle citoyenneté peut être plus ouverte? Mais parce qu'aujourd'hui, grâce à un certain nombre d'outils comme Internet, comme la multiplicité des médias, chacun peut, par comparaison, s'approprier l'actif politique d'autres pays. Et c'est ce qui fait en sorte que lorsqu'on arrive à des situations comme celles que nous avons vécues,
on peut se rendre à l'évidence que ceux qui ont voté par passion pour leur pays ne s'inscrivent pas dans la logique de la casse. Ça supposerait quoi? Ça supposerait, comme on l'a entendu après enquête policière, que des groupes avaient été instruits pour commettre ce type d'acte. Parce que vous imaginez, celui qui aspire à ce que son candidat possède une prochaine majorité n'ira pas mettre le feu à l'Assemblée nationale parce qu'il sait que cette institution est à la fois un symbole, mais également un espace d'expression démocratique et de liberté. Donc ça vous suppose que, par rapport à ce que vous avez posé comme question, que est-ce que la stratégie de M. Jean-Ping, ce serait l'ingérence mais tout cela se tient. Mais ce que je voulais ajouter avant ce commentaire par rapport à la question du téléspectateur, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de parler d'un candidat. Il s'agit de regarder froidement et lucidement les actes qui ont été posés. Si la question consistait à décrypter un tout petit peu le discours, la posture du candidat Ali Bongo Niba, avec la même froideur, nous l'aurions fait. Mais nous notons simplement aujourd'hui que celui qui a tenu le discours, qui était à la fois un contenu de haine, un contenu de stigmatisation, un contenu d'appel à la révolte, et qui continue sur cette voie, c'est malheureusement encore M. Jean-Ping. C'est pour ça qu'il faut informer les gens, c'est-à-dire ce discours doit pouvoir être annulé par tous les citoyens. Alors, peut-être un dernier appel, un téléspectateur. Bonsoir. Ok. Monsieur, moi, je respecte votre chaîne de télévision et par conséquent, je voulais faire ma remarque. Pendant l'élection présidentielle, vous avez été équitable, c'est-à-dire, vous avez d'un côté des panélistes qui venaient de l'opposition et des panélistes qui venaient de la majorité présidentielle. Et nous nous sommes offusqués aujourd'hui de comprendre et de voir que vous êtes en train de faire aujourd'hui que des panels, un panel où il n'y a que des gens qui viennent de la majorité. Ça, il n'y a plus de débat. Alors, il n'y a plus de débat. Et dans ces sans tabous, émission en question que nous sommes en train de suivre à l'heure actuelle, nous sommes offusqués vraiment devant ce genre d'émissions-là où il n'y a que des gens qui viennent de la majorité. Donc alors, faites en sorte qu'il y ait des gens qui viennent des deux côtés, alors que vous ne faites pas des débats. Alors, laissez alors vos programmes habituels passer, que de faire passer ces genres d'émissions-là. Monsieur, merci pour votre contribution, mais nous ne le cesserons jamais assez. Eh bien, au début de cette émission, nous avons dit que nous invitons tous les acteurs politiques, tous bords confondus. Mais seulement, malheureusement, comme vous le constatez, ceux de l'opposition que nous appelons, que nous invitons, désistent justement à participer à cette émission. Ce n'est pas justement un acte volontaire, mais nous invitons tout acteur politique, tout citoyen gabonais qui veut participer au débat de cette émission. C'est sans tabou, nous invitons ce citoyen ou ces citoyens à venir nombreux à participer à cette émission. Ce n'est pas un acte volontaire. Nous sollicitons tout le monde, mais malheureusement, nous n'avons que le camp de la majorité qui répond favorablement à cette émission. Nous vous invitons, vous-même personnellement, vous pouvez participer à cette émission. Voilà, merci encore pour votre contribution, messieurs. Nous sommes à la fin de cette émission. Je veux juste ajouter un petit élément en ce qui concerne la remarque l'observation récurrente sur le fait qu'il n'y aurait que... Je crois qu'il ne faut pas fixer la démocratie juste au niveau des acteurs politiques. Juste une minute, M. Nkoulou, parce que c'est votre conclusion. C'est important. Il ne faut pas fixer l'expression démocratique ou politique au niveau des acteurs politiques. Le débat est ouvert. Les interventions au téléphone enrichissent également cette émission. On ne leur a pas orienté. Chacun peut donner son point de vue, apporter l'élément de réponse par rapport soit à la sensibilité, soit aux analyses auxquelles il serait parvenu en fonction des éléments dont il dispose, ou même confondre ce que nous avons dit. À mon humble avis, je crois que c'est cela, la démocratie citoyenne. Elle est d'abord avant tout à la base. Nous ne parlons pas dans l'optique de devenir, comme on dit, des maîtres de conscience ou des objecteurs de conscience. Pour ceux qui nous suivent, nous parlons pour que la République s'éveille. Oui, rapidement. Dire en d'autres mots ce qu'il vient de dire, c'est que si aujourd'hui on laisse le téléphone ouvert, c'est justement pour
c'est ce souci d'équité. Donc, je crois que l'émission, elle est ouverte à tout le monde. Donc, d'aucuns ne pensent pas que nous soyons là pour faire l'affaire de X et ne pas faire l'affaire de Y. On serait aussi bien content d'être confronté à d'autres avis. Personnellement, je n'ai jamais fait les débats et je crois que c'est le cas pour M. Nkoulou. Nous sommes disposés à discuter avec tout le monde. C'est d'autant plus que c'est dans la discussion que jaillit la lumière. C'est de la discussion que jaillit la lumière, comme l'a confirmé M. Zué Obiang. Merci encore d'avoir apporté votre contribution à cette émission. Toutes nos excuses, nous ne pouvons pas prendre tout le monde au bout du fil, mais demain, nous allons nous retrouver toujours à la même heure, 21 h, avec un autre thème. Sachez que cette émission, l'émission de ce soir, est rediffusée dans la nuit à 1h30 du matin, à 7h30 demain matin, à 13h30 dans l'après-midi et enfin à 18h30. Et nous nous retrouvons sur ce même plateau demain à 21 h pour un autre thème. Et vous êtes toujours appelés à participer. Appelez, venez, nous vous attendons pour un éventuel débat sur C'est sans tabou. Fin de cette émission. Merci encore de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 21 h.